Est-ce que vous avez déjà connu des moments de grâce? Et je parle pas de grâce matinée. C'est la meilleure vanne de la chaîne. Je parle de moments où les gens ont été touchés par la grâce. Zidane en 2006 pendant France-Brésil, Khabib qui écrase l'âme de McGregor, Victor Hugo quand il écrit ce banger qui est Notre-Dame de Paris. Et je dois avouer que je suis ultra fan de ces moments-là, même si c'est dans une discipline qui m'intéresse pas plus que ça. C'est certainement les seuls moments de notre vie où on peut voir un être humain atteindre les limites de ce qui est possible. Dans le rap, on compte un bon nombre de moments comme ça, de grâce. Ces moments, on les appelle des classiques. Souvent, c'est des albums qu'on a tous déjà écoutés au moins une fois, et qui nous ont marqué d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous savez vraiment ce qui se cache derrière ces albums? S'il vous plaît, c'est hyper important pour le concept de la vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va rentrer dans les détails d'un album qui a marqué le rap français, de sa création à son impact, et surtout, comment cette mixtape est l'un des plus grands tours de force de l'underground français. Et croyez-moi, vous allez être surpris parce que personne, je dis bien personne, n'a compris le projet Bluebeam. Je sais que je vais brûler, mais tous les jours au réveil, je remercie le Seigneur d'être encore vivant. De rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo qui n'est autre que Chain Nation. À la base, je vous avoue que je suis pas très chaîne, bijoux, etc. Mais la qualité de leurs produits m'a vraiment convaincu et je suis assez sélectif avec les sponsors que je choisis. Chain Nation, c'est la bijouterie française numéro 1 et leurs bijoux sont mixtes, autant hommes que femmes si jamais vous voulez faire un cadeau à votre meuf. Mais faut déjà avoir une meuf pour ça en fait. Ce qui n'est certainement pas votre cas si vous êtes abonné à cette chaîne. Du coup, vous pouvez l'offrir, je sais pas, à votre maman. Genre cette méga chaîne. Je rigole, ne faites pas ça, je suis crazy. Du coup, les frérots de chez Chain Nation m'ont envoyé quelques bijoux. Alors, je vous mens pas, déjà, le packaging est assez ouf. Il y a une LED à l'intérieur qui rend le truc assez stylé. On dirait une demande en mariage. L'odeur du drape. Moi, perso, j'ai opté pour cette petite chaîne assez discrète. Parce que voilà, je suis un mec un peu discret, je suis un Dark Sasuke. Mais vous en avez pour tous les goûts, que tu veuilles une petite touche discrète de brillance sur ton outfit ou flexer avec un truc ultra shiny. Et pour les plus chauds d'entre vous, ils ont même un service de création sur mesure si vous avez des idées précises de bijoux. C'est d'ailleurs eux qui ont fait le bijou pour le gagnant de la dernière saison de Aïe Finzerbe. Leurs pièces sont grave de qualité et en plus ils te livrent ça en 2-3 jours partout en France et même en 24 heures en livraison express. D'ailleurs, incessamment sous peu, ils dropent un tout nouveau concept début octobre. Les Slicks, c'est des bijoux de sneakers en gros. Le concept est assez ouf, ça va être l'accessoire indispensable, j'en suis certain. N'hésitez pas à vous inscrire au drop pour obtenir un early access plus une offre de lancement directement avec le lien en bio. Et si ça vous intéresse, j'ai un code promo de moins 30% avec le code Yanis30. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, vous serez pas déçus. S'il y a bien deux genres musicaux qui doivent tout et dépendent quasi totalement de leur scène underground, c'est bien le rap et l'électro. Ces deux genres sont super liés pour plein de raisons et d'ailleurs ça fait longtemps que je tease une vidéo sur le sujet, ça arrivera promis. L'une des raisons à ça, c'est que le rap et l'électro c'est des arts mineurs, issus de la culture populaire et pouvant être pratiqués sans initiation, contrairement au jazz ou à la peinture. Assez naturellement que les quartiers populaires, ayant moins les moyens de se payer des cours de piano ou de harpe, se sont rués sur ces musiques plutôt accessibles. La deuxième, et qui va les différencier d'un art mineur comme le rock, c'est que le rap et l'électro sont tous les deux des musiques de club à la base. Ils sont donc tous les deux des dérivés du disco qui ont pris des directions différentes. Ce qui fait que dans la house ou dans le rap, faut faire bouger les gens. Et ces gens, ils se lassent super vite, ce qui demande perpétuellement de la part des artistes ou des DJ, particulièrement des compositeurs, d'innover sans cesse pour continuer à faire bouger les gens. Genre musicaux classiques, on suit des partitions, des règles précises, presque scientifiques, prennent tel ou tel effet, et tout vient d'en haut en général, des professionnels de la musique de haut niveau. L'électro et le rap, c'est quasiment les seuls genres musicaux où tout part d'en bas. Chaque titre, audio hit, fonce car aux opioïdes, Shenzhen. J'arrive vieux, plissé comme un Tokyo Hit. Évidemment, raconter l'histoire de cette mystérieuse mixtape qui est projet Bluebeam est périlleux à bien des égards. Je parle comme ça. Déjà parce que le projet est assez connu pour être extrêmement cryptique, mais aussi parce que Freeze, il donne pas d'interview. Donc c'est assez difficile d'avoir des insights de la création du projet, comme on pourrait en avoir par exemple sur Opéra Puccino ou Or Noir de Caris, qui sont des classiques assez bien documentés. Évidemment, j'ai un minimum de respect pour vous, je vais pas vous faire le coup de « Alors là, c'est Freeze Corleone qui fait du rap devant sa webcam, à l'époque il s'appelait El Freeze. » Et vous saviez d'ailleurs que si on additionnait ses poils de top, ça faisait 667. Ta gueule, enfin ma gueule. C'est pas une page Wikipédia ici. Moi, déjà, pour bien comprendre le projet Bluebeam, je vous redirige vers une ancienne vidéo que j'avais écrite avec Yanni Lucho, notamment un passage où j'explique d'où vient le lien entre religion,
complot et gueudreau. Alors, pour respecter une certaine chronologie et surtout pour comprendre la fascination du rap pour les théories du complot et autres sectes, il est pour moi judicieux de vous raconter l'histoire d'un groupe qui a immergé quasiment en même temps que le mouvement hip-hop. Ce groupe, ça n'est autre que les 5%ers, connus aussi sous le nom des 5% d'Allah. Ce dernier a été créé par Clarence, un ancien membre de la Nation of Islam, une secte, elle aussi assez célèbre, surtout à l'époque, qui reprend en surface quelques idées de l'islam et qui a vu passer en ses rangs de célèbres personnalités afro-américaines, notamment Malcolm X ou Mohamed Ali, qui ont plus tard exprimé leur désaveu vis-à-vis de ces groupes. Bref, Clarence quitte la Nation of Islam pour créer les 5%ers. Pourquoi 5%? Dans ce groupe, il y a un adage qui dit que 85% de la population est ignorante et ne connaît pas grand-chose du monde qui l'entoure. À côté de ça, 10% connaîtraient la vérité sur Dieu et tenteraient de maintenir les 85% dans l'ignorance. Et enfin, les fameux 5% qui sont dans la vérité, qui enseignent la bonne conduite au reste de la population et essayent de les faire sortir de leur ignorance. Évidemment, il y a plein de vidéos, des tonnes d'articles qui racontent l'histoire du 667 et honnêtement, je pense pas avoir quelque chose à vous apprendre. Cependant, entre le moment où Freeze rappe devant sa webcam comme un bébé et le moment où il sort Projet Bluebeam, forcément il s'est passé quelque chose. Et comme je dis souvent dans mes vidéos, pour qu'il se passe quelque chose, il faut une rencontre. Et là, je suis malheureusement obligé de parler de quelqu'un qui aura une influence non négligeable sur la musique de Freeze, dont on parle plus parce qu'il s'est fait cancel et à juste titre, bien le préciser. C'est Jordi. Jordi est un artiste assez particulier qui a commencé à faire parler de lui au milieu des années 2010. Perso, j'ai jamais été vraiment dans le délire, mais je connaissais des gens à l'époque dans mon entourage qui étaient complètement matrixés par ce que faisait ce type. Extrêmement productif, totalement désorganisé dans sa manière de diffuser de la musique sur SoundCloud, c'est surtout son avant-gardisme pour l'époque qui suscitait l'intérêt de pas mal de monde dans l'underground. Mais oublions ses chansons parce que je crois que plus personne l'écoute vraiment aujourd'hui, c'est avec sa casquette de beatmaker qu'il influencera plus Freeze, et plus généralement le 667 dont il sera membre avant de quitter le collectif, et qui fera que Freeze entre 2011 et 2013 va passer de ça un coup, la BM et la Bentley d'un coup, mec, et payé cash à la Curtis. Devenir riche ou mourir en essayant, faisant les bails en furtif. Casquette grave basse à l'arrière de la Maybach. à ça. Cette merde sans stress, crash magma dans 16S, Micro Corleone, Shenzhen, Seigneur site degré 76 va les couilles du rap français, négro c'est la crise comme en Grèce, France car je drift dans le Ciesel, négro je veux honorer mes ancêtres. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est un odieux personnage, j'ai jamais kiffé sa musique et les preuves contre lui sont accablantes, mais on peut pas effacer l'histoire et je pense pas que c'est important de parler de son apport dans le 667 pour comprendre, et en particulier dans la vision musicale et la direction artistique que Freeze a pris au moment où il se bute au son tous les jours au studio avec Jordi. D'ailleurs Jordi qui était aussi connu pour être un colossal consommateur de sirop violet, et c'est aussi à ce moment-là que Freeze se met à consommer de la ligne, comme quoi en vrai... elles ont hyper raison les darons sur les fréquentations. À cette période-là, toute cette équipe c'était vraiment la new wave du rap français, à une époque où il n'y avait pas encore assez de médias rap pour employer le terme new wave. Ils arrivaient vraiment avec un truc frais, et ceux qui se souviennent savent qu'ils ont assez rapidement attiré l'attention des auditeurs branchés de l'époque. Freeze continuera à faire des sons avec le 667, dont beaucoup de clips sont introuvables aujourd'hui, mais continuera en parallèle à être assez productif en sortant plein de mixtapes qui rencontreront un succès auprès de sa petite fanbase, avec des titres qui sortent déjà un peu de leur épingle du jeu, comme Madara ou encore Mode Avion sur le projet FDT, qui ressemble à ce qu'on pourrait considérer comme les prémices de Projet Bluebeam. 13 novembre 2018, je suis dans ma voiture. À cette époque, je connais Freeze Corleone d'assez loin et j'avais pas pris le temps de diguer plus que ça sa musique. Je me souviens que j'étais juste pas fan plus que ça, mais que je trouvais ça cool qu'un mec apporte un truc différent dans le rap. Il faisait nuit, on traverse une départementale assez montagneuse, il pleut, il y a de l'orage, et sur le côté de la route, absolument personne. À part Milesinka en train d'enregistrer un nouvel album, mais vas-y, j'avais pas le temps de freiner. À ce moment-là, j'ai un peu rien à me mettre sous la dent en termes de musique. Alors je décide de lancer le projet dans la naïveté la plus totale et... j'ai été témoin d'un classique. Je vois plus le peloton, j'ai trop d'avance. Je les écoute, j'entends mes flots d'avant. Freeze, si on résume, il aime la fume, le basketball, le foot... C'est un mec super normal en fait. Salut, je suis Norman le Normal, je taffe dans le marketing, avec mes potes on est fan de Jonathan Cohen et j'ai un poster de Pulp Fiction accroché dans ma chambre. Mais en réalité, c'est un peu plus que ça. Je pense que ceux qui résument Freeze Corleone au complot sont totalement passés à côté de l'album. En fait, Projet Bluebeam, c'est pas du tout le projet d'un mec qui parle de complot en rappant bien. C'est le trip d'un rappeur sous-produit qui nage en plein délire, mais avec brio. En gros, Projet Bluebeam, c'est Enter the Void.
on rentre dans la tête d'un consommateur comme jamais on avait réussi à le faire avant. Et là, je dois vous dire un truc, qu'on soit bien d'accord, et ce que je vais dire va pas plaire à tout le monde forcément. Je ne suis pas un chevalier blanc de la gueudreau. J'en ai absolument rien à faire qu'un rappeur se termine à la salade, au sandwich ou au sirop violet, ou même au suppositoire, et qu'il en parle dans ses textes. Ah, parce que je suis pas son daron, tant qu'il incite pas les jeunes à en faire de même, je m'en fous. Mais aussi parce que malheureusement, la gueudreau occupe une triste place pourtant très présente dans les différents arts. Alors je vais pas parler du rock ou d'électro, parce que voilà, tout le monde sait. Mais on dit jamais que dans la littérature c'était aussi hyper présent. Baudelaire, Jean Cocteau ou Maupassant, il kiffait complètement être fonce-car à l'opium. Et l'opium, c'est genre ultra puissant, vraiment. Ou encore d'autres comme Van Gogh qui se fracassait littéralement le crâne à l'absinthe. Alors évidemment, je dis pas que c'est bien, au contraire, c'est catastrophique. Mais faut bien comprendre que la majorité du temps, quand t'es addict à ce genre de truc, c'est que t'es profondément malheureux et que t'essaies juste de fuir une réalité qui te convient pas. Cette souffrance fait partie intégrante de la proposition de l'artiste. Et sa consommation n'est que la conséquence de tout. C'est pas aussi simple que bouh, c'est un junkie, il consomme tel ou tel truc. C'est tout un processus alimenté par du déni, du spleen, la déprime et plein d'autres trucs encore plus bressons que l'historique de recherche de Jack Lang qui font qu'un artiste est torturé. Tout au long du projet, on retrouve une noirceur envahissante de Fredo Santana, où Freeze se sent piégé par sa consommation de Purple qu'il fout dans une boucle incessante. Dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. D'ailleurs, curieusement, le titre commence par une interview de Fredo Santana assez basique, dans laquelle l'intervieweur lui demande quels sont les projets à venir pour lui. Fredo répond simplement qu'il a cette mixtape en préparation, Ain't Money Like Trap Money, qui sortira quelques mois plus tard. Quelques années plus tard, Fredo Santana mourra sans qu'on sache vraiment comment. On suppose que c'est probablement dû à un souci de rein causé par la consommation excessive de Purple. Et ce semble, j'ai toujours vu ça comme un message que Freeze essayait de passer à ce moment-là, comme s'il nous disait que lui aussi, il allait un jour mourir dans probablement les mêmes circonstances. Finalement, ce qui était vraiment important pour lui, c'était laisser de la bonne musique. Projet Blue Beam est un chef-d'œuvre. Pire encore, c'est une véritable expérience sensorielle dans laquelle Freeze ne sait pas s'il est mort ou vivant. 2 ans, je commence à marcher comme un mort vivant. Je sais que je vais brûler, mais tous les jours au réveil, je remercie le Seigneur d'être encore vivant. Bon, libre à chacun d'apprécier l'album parce qu'on se retrouve totalement dans le conspi exacerbé de Freeze. Et pourquoi pas, je le respecte. Ou à l'inverse, comme moi, si vous avez juste l'impression d'assister à la paranoïa totale d'un mec sous stup qui prend toutes les théories pour acquises et souffre d'un déni de réalité intense, un peu comme dans Trainspotting, esthétique volontairement frénétique qu'on nous impose dans Requiem for a Dream, encore dans le très réaliste Climax de Gaspard Noé. Peut même se dégager un sentiment de malaise de cet album, finalement toujours réconforté par le flow de Freeze qui glisse sur les prods avec une facilité déconcertante. L'impression, en réécoutant bien, que la prod est designée pour Freeze, que personne d'autre n'aurait pu rapper dessus, que dans son infinie torture, bien rappé, c'est tout ce qui lui reste, et que comme dirait Damso dans Une âme pour deux, quand votre flow, monsieur Dams, vous a sauvé la vie. Cette notion de triper sous gueudreau, c'est l'élément le plus important de la mixtape. D'ailleurs, plusieurs choses nous montrent qu'il est en plein trip. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais il parle jamais de huc ou de meuf, ou alors il y a une ou deux phrases, mais vraiment pour le style, ce qui vient totalement confirmer l'expérience de trip. Très souvent, la weed ou la majorité des opioïdes rendent impuissant. Mais aussi parce que sa musique fait totalement écho au Chop and Screw, qui est un type de remix popularisé par DJ Screw, un célèbre DJ d'Houston, qui a rendu célèbre ce genre, totalement inspiré par la consommation de sirop violet. Et sa technique était assez simple, créer 2 pistes du morceau, l'un ayant un léger temps de décalage, ce qui permet en fait, en bougeant le fader sur l'autre piste rapidement, de créer un effet d'écho qui donne l'impression qu'on est sous l'effet de Purple. Si le BPM est ralenti, ce qui donne ces voix graves qui ressemblent à des hallucinations auditives. Et si le projet n'est clairement pas du Chop and Screw, on peut y retrouver quelques petits rêves dans les mix à certains moments qui pop comme ça, comme un espèce de retour d'acide. D'ailleurs, pour chaque projet de Freeze qui sort, il y a un remix par Ocho en version Chop and Screw. Projet Blue Beam fera environ 300 ventes en première semaine. Un score en vérité honorable pour le statut de Freeze à l'époque, mais ridiculement bas quand on voit ce qu'il est aujourd'hui. Si sa mixtape à l'époque était probablement vouée à rester une pièce assez discrète dans le paysage rap français, c'était sans compter un phénomène qui se résume en 5 mots. Qualité en guise de promo. Calitatos en guisos de promotos en espagnol. Je pense à Momo qui m'a dit à plus. Jamais je ne l'ai revu.
Projet Bluebeam, c'est une œuvre qui marque instantanément. Même si on comprend pas le fond tout de suite, on comprend totalement à la première écoute qu'on est en face d'une œuvre vraiment absolument pas anodine. Ce moment de brillance, personne ne le voyait venir de ce côté-là. C'est vraiment le vilain petit canard que personne n'a voulu inviter et qui a su ramener la lumière sur lui à la seule force de son talent. D'ailleurs, c'est cette mixtape qui mettra à la lumière ensuite toute une scène underground, que ce soit tous les membres du 667, Osiris Jack, Zukuma Easy ou encore Lala Ace, mais aussi par extension toute la scène SoundCloud de la fin de la décennie 2010, de l'excellent Ace Rookie par exemple, en passant par des artistes comme Bushi. D'ailleurs, dans l'article d'un média rap sur internet, on pourra lire « Underground dans son sens le plus noble du terme, il y a peu de chances de voir notre Freeze Corleone casser les charts et la démarche comme VG Dream. » Et grossière erreur, ô combien compréhensible, tellement c'était impossible à l'époque pour qui que ce soit de prédire que Freeze, aussi talentueux soit-il, arrivera à percer le plafond de verre de l'underground. Et je suis intimement persuadé que lui non plus, en vrai, ne s'y attendait absolument pas. Mais avant d'en arriver à la suite de la carrière de Freeze, faut savoir que, étonnamment, l'album a pas vraiment fait un carton tout de suite, même à l'échelle de l'underground, comme je le disais. Le fait qu'il y ait eu zéro promo joue pas mal parce qu'il a drop le projet un peu comme ça, sans prévenir. Au début, les retours sont surtout critiques, bien que dithyrambiques, l'album mettra bien 2 bonnes années à se faire connaître par un plus large public, au fur et à mesure, et la suite de l'histoire vous la connaissez. Mais ce qui est important de dire, c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent, Freeze n'est pas apparu d'un seul coup comme ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie plainte. D'ailleurs, par extension, on parle même de chaînes YouTube qui sont des industries plantes. Et pour ceux qui ne savent pas, une industrie plante, c'est un artiste qui est planté, tel une graine dans le paysage audiovisuel, et qui est boosté aux hormones par les labels, mais de façon très discrète, de sorte à ce que le public ait l'impression que ce soit naturel et organique. Un artiste bio quoi, alors qu'en vrai, il y a du boost TikTok, des achats de stream pour créer une fausse hype, des connexions avec d'autres artistes en feat qui ont l'air naturels, mais ne le sont absolument pas. Pour vous citer des exemples, Ice Spice, Billie Eilish sont toutes accusées d'être de bons gros industries plantes. En France, dans le rap, on a Oui Renoir qui a tout l'air d'en être un. J'emploie le mot accusé ou semblé parce que, en fait, c'est pas toujours évident de prouver ça. Je veux dire, on peut rarement prouver clairement qu'un artiste est un industrie plainte. Juste le supposer quand un artiste sort de nulle part et tape des feats avec des mecs déjà installés et rafle tout. Et là où je veux en venir, c'est que Freeze, c'est l'exact opposé d'un industrie plante. C'est une plante pourrie qu'aucun industriel n'a vu venir, à l'instar d'un Alpha One après le succès du MLA, et surtout la Dondana Mixtape. Personne en 2017-2018 ne pouvait prédire que les rappeurs qui faisaient que rapper sur 15 titres, sans refrain chanté, allaient taper des disques d'or et encore bien plus, ou être, je sais pas, à l'affiche de gros festivals de rap. Du coup, finalement, qu'est-ce que le projet Bluebeam nous dit vraiment? J'ai envie de vous dire. Quelque part. Si vous me posez la question, Première chose, c'est qu'on choisit pas son moment. On peut mettre en place plein de facteurs qui vont favoriser l'excellence, jamais que ça atteigne le génie. Une chose, c'est que Projet Bluebeam est la mèche qui a fait exploser le démarrage de la fusée Freeze Corleone. Et ça montre toute l'utilité et l'importance de l'underground dans le rap. D'avoir un succès critique à ses débuts, parce que ça suit souvent le même schéma pour ce genre d'artiste. Premièrement, un album qui a pas forcément un succès commercial, mais qui est considéré comme un classique incontestable de l'underground. Une communauté qui explose et qui reprend vos codes sur les réseaux. Et enfin 3, une polémique bien salée qui fera parler de vous jusqu'à chez Hanouna en prime time. Vous mixez tout ça et vous avez le succès de LMF. Tout comme Hamza avec son dernier album Sincèrement, ou même Lelo avec Trinity, c'est pas la qualité seule de l'album qui va faire que l'artiste va exploser. C'est surtout le travail en amont, la reconnaissance critique d'un artiste hors norme, venu de nulle part, qui a su se faire connaître grâce et uniquement grâce à sa singularité, portée par un public branché qui le suit depuis ses débuts. Et ça, c'est beau. Non, je peux pas finir ma vidéo là-dessus, faut que je fasse une conclusion stylée, attendez. Technique, bien rappé, original, unique, extrêmement bien produit et iconique, Projet Bluebeam, c'est du rap de très haut niveau. Pas de chant, des patterns de rimes qu'on n'avait jamais entendus à l'époque, des punchs légendaires à n'en plus compter. Projet Bluebeam est l'un des projets qui très rapidement a fait l'unanimité et a pas mis beaucoup de temps à être considéré comme un classique incontesté de la décennie rap français, à une époque où on pensait que juste rapper, ça suffisait pas pour marcher. Bref, musicalement, en termes de production, de direction artistique, peut user d'un maximum de superlatifs pour qualifier le projet. Je pense qu'on est tous pareils ici et on l'a tous écouté, on s'est tous pris notre claque. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est pourquoi et comment l'underground fait d'aussi beaux projets. Et c'est super triste à dire, mais je pense qu'en fait, la souffrance d'un artiste, c'est ce qu'il pousse dans ses retranchements. À l'exception de PNL,
Booba et des rappeurs qu'on compte peut-être sur les doigts de la main, très peu de rappeurs ont réussi à faire un classique en étant déjà établi, donc en ayant de l'argent, en étant heureux. Et en fait, je pense que Freeze, c'est un poète maudit. Et quand je dis poète, je parle pas du débat stérile à savoir si le rap c'est de la poésie ou pas, rien à voir. Je fais référence au livre Les poètes maudits de Verlaine, dans lequel il dresse les portraits de plusieurs poètes de son époque, qu'il a connus et qui n'ont pas eu le succès mérité et qu'il considère comme maudits, dont Arthur Rimbaud par exemple. Tous les poètes maudits de cette liste avaient 3 points communs. 1. Ils n'avaient pas le succès qu'ils méritaient. 2. Ils portaient en eux une souffrance profonde qu'ils extériorisaient avec leur art. 3. Ils étaient tous connus pour consommer de manière complètement excessive bon nombre de gueudereaux, d'alcool et de plein de trucs qui les rendaient complètement parano et leur faisaient avoir des hallucinations. Tous sont pratiquement morts avant d'avoir eu du succès. Tous, sauf un. Et je pense que Freeze Corleone en fait partie. D'une part parce que grâce au succès marquant de son projet suivant, La Menace Fantôme, mais aussi et surtout grâce à L'Attaque des Clones qui vient tout juste de sortir et qui est un projet bien sombre comme d'hab, mais qui ne manifeste pas une souffrance aussi hardcore que celle de Projet Bluebeam. D'ailleurs, il y a un titre en particulier qui m'a grave mis la puce à l'oreille, c'est Jour de plus. Il clôture presque l'album où, avec surprise, on a eu l'occasion d'entendre Freeze sur de la two-step, et à une époque où il rappait ça. Mais le fond dans Sprite chaque jour, défracte tes zombies live chaque jour. D'ailleurs, ce titre s'appelle Chaque jour, qui montre qu'à l'époque, son état d'esprit, c'était de chaque jour s'éclater le crâne, alors que Freeze, dans Un jour de plus sur le dernier album, remercie Dieu pour chaque jour de plus, et il le répète plusieurs fois dans le refrain. Et ça m'a assez choqué, parce qu'on n'est pas habitué du tout à entendre ça de la part de Freeze, et le titre sonne vraiment, plus que jamais, comme une sorte de rédemption de sa condition de poète maudit. Alors oui, Freeze ne fera jamais mieux que Projet Bluebeam, mais son dernier album, en plus d'être assez bon, veut nous dire quelque chose, et quelque chose de positif. Alors, est-ce que les artistes sont forcément meilleurs dans la souffrance ? Perso, je pense que oui. Doit-on pour autant souhaiter que l'artiste se maintienne dans cette condition déplorable pour notre plaisir égoïste ? Évidemment que non. Alors profitons juste de l'évolution d'un artiste dans ses peines comme dans ses joies. Parce que la musique, c'est avant tout l'expression de l'âme d'un être humain. Parce qu'un classique, ça se commande pas. Et enfin, surtout parce qu'après tout ça, il serait peut-être temps de laisser Freeze descendre de sa Ferrari maudite pour qu'il puisse enfin conduire sa Lamborghini bénie. Hop la ref.